Salut, c'est Clémentine Elise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Brenda Boukris, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes en quête de clarté affective et relationnelle. Elle reçoit des femmes et des hommes qui souhaitent comprendre pourquoi ils reproduisent les mêmes dynamiques amoureuses et comment accéder à des relations plus conscientes et sécurisantes. Avec une parole authentique et sans phare, Brenda ouvre des espaces où l'on peut enfin mettre de la lumière sur ce qui nous empêche d'aimer pleinement et de s'épanouir dans les différents domaines de sa vie. Bonjour Brenda, comment vas-tu ? Hello, hello! Bah, écoutez, je vais très bien. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Et on est très contente aussi. Et dans le podcast, on a l'habitude de faire un petit jeu pour se mettre dans le bain, pour voir un petit peu, pour sonder un peu les choses. Donc ça va être quelques questions, tu réponds du tac au tac, et puis si tu as envie d'expliquer, tu peux, sinon tu peux ne pas le faire. Alors, première question, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? La personne qui m'inspire le plus, et bien, c'est une bonne question. C'est vrai que je me dis plus trop ça. Je pense que la personne il y a ouais, il y a une personne qui m'inspire beaucoup, qui est une thérapeute qui est assez connue et reconnue aussi sur les réseaux, qui s'appelle Florentine Donois-Wang, qui a créé l'Espace du couple, enfin, qui est une super boîte pour les thérapeutes de couple, enfin, qui accompagne les couples à s'épanouir et qui, on va dire, m'a énormément inspirée sur la manière dont elle arrive à cadrer sa performance au cœur de son travail et créer du contenu qui est, en plus de ça, je trouve hyper pertinent. C'est quelqu'un qui a un très gros bagage, voilà, elle sait de quoi elle parle, professionnel. Et c'est vrai que de mon côté, elle m'inspire beaucoup pour avoir trouvé cet équilibre entre la réussite, mais aussi l'épanouissement personnel et ne pas surperformer. Réussir à être désintéressé, non pas du résultat, mais du lien entre l'estime de soi et la réussite pro. Ok, trop Comment bien, on trop m'inspire. intéressant. Super, merci. Quel est le mantra, la citation qui t'accompagne en ce moment? La vie est un cycle. Je pense Ok. que les choses changent, elles changeront toujours et ce qu'on vit, aussi, désagréable soit-il ou soit-elle, ces événements changent. Ça, c'est le premier et il y en a un deuxième quand même que j'ai envie de partager parce qu'il me traîne beaucoup en ce moment, c'est, et ça va un peu avec ça, tout n'est pas aussi grave que tu l'imagines, je dirais Ok. ça. Tout n'est pas, pas besoin de rendre, le mal-être spectaculaire pour soi. OK. Voilà, Ouais, tu pas pas besoin d'en besoin faire des ouais, OK, ouais. ça marche. Trop bien. En un mot, si je te dis échec, tu me réponds? Heu, process. Quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso? La résilience. Enfin, c'est pas OK. vraiment une émotion, hein, mais c'est en plus un chemin, mais je pense que Ouais. ça parle. OK. Résilience, intéressant. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu exècres le plus? Faut que ça fasse mal. Si tu veux réussir, faut dépasser tes limites, c'est pas grave si tu en chies, quoi. Stop. C'est d'une violence. Ouais, mais enfin, c'est pas faut que ça fasse mal, on m'a jamais dit: «Faut que Oui, ça oui, fasse oui. mal», mais c'est toute l'intention qu'il y a derrière. Parce que Mmh beaucoup mh. d'hommes et de femmes, hein, mais forcément, je pense que, je vois beaucoup de femmes dans mon entourage, mais aussi dans ma clientèle, qui ont tellement pris l'habitude, heu, de se donner des défis, mais du coup, non pas se donner des défis pour la beauté du défi, mais pour le dépassement de ses limites, mais au sens, négatif du terme. Parce que c'est bien de dépasser ses limites quand c'est cadré, mais quand c'est pas cadré, c'est là où ça devient problématique et on peut se faire très mal, en fait, en dépassant ses limites. Sauf qu'au final, souvent, on dépasse ses limites pour se faire mal, parce qu'on a été habitué à s'aimer comme ça et pas pour, ben, l'amour que ça peut procurer ou la fierté plutôt, hein, que ça peut procurer, de réussir à faire quelque chose d'ambitieux. OK, ça marche, trop bien.
Et enfin, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, une info que personne ne sait sur toi ou en tout cas, voilà, un petit peu, originale? J'en ai une bien originale qui m'est arrivée hier. Je suis en train de passer mon permis de conduire en ce moment et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un défi comme ça dans ma vie. Putain, non mais vraiment, il faut remettre l'église au milieu du village là, c'est une galère ce truc. Je suis à Paris qui plus est donc c'est sport et en fait, je trouve que enfin, je me suis rendu compte à quel point enfin, ce permis te met enfin, le fait de passer son permis pour moi, me met vraiment face à des anciennes insécurités, la peur de faire du mal, parce que clairement, on peut faire du mal en conduisant. Mais aussi, la difficulté de réagir rapidement, d'anticiper les choses. Moi, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, mais le problème enfin, ce qui est bien dans le contrôle, c'est que quand tu contrôles en dehors de la route, c'est que tu n'agis pas pendant que tu contrôles. Là, tu es obligé d'agir en même temps et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment remis un peu mon instinct de survie en péril. Alors, les choses vont mieux. J'arrive maintenant à peu près à conduire correctement. Au bout de 20 heures, tant mieux. Mais c'est quelque chose, que je trouve très déstabilisant et donc voilà, ce que je peux vous partager une petite anecdote. Donc hier, littéralement non, pas hier, mardi, j'ai littéralement fondu en larmes, les mains sur le volant à 10h10 parce que mon moniteur était très dur avec moi et je m'attendais pas du tout à ça et du coup, ça fait émerger plein de choses très chouettes, enfin très chouettes, pas agréables, mais hyper, constructives pour moi et pour le chemin que je veux prendre dans ma vie, quoi. Sur l'importance du regard des autres, l'importance d'être fier de soi, mais l'importance que les autres soient fiers de soi aussi. Enfin, ça révèle beaucoup de choses, en fait. Ça révèle beaucoup de choses, sur notre capacité à nous sentir reconnus, même par soi, surtout dans la difficulté, parce que c'est très facile d'être fier de soi, et de se reconnaître quand on gère des trucs de ouf, mais quand on enchaîne les échecs, parce que j'ai vraiment galéré, au début, bah, c'est là au final où on voit, comment on se sent. C'est dans les difficultés. D'où la Et comme quoi résilience, les Ouais, c'est ouais, non, ça. mais il y a pas que ça, mais c'est clair qu'en Oui. ce moment, je suis là-dedans, ouais. Je suis vraiment là-dedans. Donc passez Bah, votre permis le justement. plus jeune possible, vraiment, ne faites pas cette connerie de le faire à 30 piges comme moi. Ben justement, pour rebondir sur la résilience, et cetera, nous, si on t'a invité, derrière notre micro, c'est parce que tu as une histoire particulière. Donc après, plus de 10 ans à avoir travaillé dans le love coaching et tu as monté une entreprise, à 6 chiffres, il s'est passé quelque chose. Je vais pas trop en dire puisque c'est le cœur du sujet, mais tu as vécu une transition personnelle qui a transformé, ta compréhension de plein de choses, de l'amour, de la relation au travail, de la réussite, et cetera et tu as en fait, tout simplement, déconstruit tout ce que tu avais créé pour Ouais. tout reconstruire autrement. Du coup, avant de plonger dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu, au moment où tu as eu ce déclic, voilà, comment était ta vie, ton business, qu'est-ce que tu avais Mmh. réussi à faire et qu'est-ce qui a déclenché, bah, tout le schmilblick, derrière? Bah, par où commencer? On va dire que depuis que j'ai 18 ans, j'ai monté ma boîte à peu près. À peu près, enfin, en gros, je travaille dans ces milieux-là depuis que j'ai 18 ans. Je crois que j'ai monté ma boîte à 19 et donc aujourd'hui, j'ai quasiment 30 ans, enfin 29 et en fait, pendant 10 ans, enfin quasiment 10 ans, je n'ai fait que monter. C'est-à-dire que j'avais une soif de réussir qui était immense. Pour moi, c'était non négociable de oui, j'avais un besoin de reconnaissance assez fou. Donc très jeune, je me suis mise sur les réseaux, j'ai commencé à parler alors je vais pas revenir sur, tout comment j'en suis arrivée là, mais en gros, je me suis retrouvée dans le love coaching et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à monter des offres, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. J'ai une équipe, je crois qu'on est monté à peu près à 20 personnes dans l'équipe. J'étais vraiment l'une des références en France dans le love coaching. J'étais invitée partout, j'avais des interviews tout le temps, j'avais une vie vraiment de rêve. J'avais la vie que j'avais toujours voulu avoir quoi, dans ma vie et ça, c'était, super chouette et en même temps je pense que c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt en feu parce que je m'étais assise sur un trône, doré et en argent, mais je voyais pas à quel point le reste de ma vie était en lambeaux, en fait. Je voyais pas à quel point c'est vraiment cette image, c'est-à-dire que si j'étais dans une cour, dans la cour d'un roi et que j'étais la reine, mon trône, il est canon, mais le reste, c'est une cata et c'était un peu ça. Alors je dirais pas une cata extrême, mais ma vie amoureuse, elle était catastrophique. J'ai enchaîné des relations qui étaient difficiles, avec des personnes qui, au final, me correspondaient pas. Je pense que je me suis abusée, moi,
Je prends ma responsabilité là-dessus, mais je pense que j'étais très loin, j'ai vachement dépassé mes limites. J'avais des troubles du comportement alimentaire, et en même temps je parlais de corps et en même temps je parlais de relations amoureuses, j'aidais les femmes à être en couple. Voilà, j'avais une dépendance affective très forte par rapport à mes parents, mais dans ma vie tout allait bien, puisque je réussissais et que j'avais un super business. Sauf qu'à un moment, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et à ce moment-là, je décide de démarrer une thérapie. Et c'est là, en fait, où je commence, en fait, à trouver, le chemin qui m'amène aujourd'hui à être un peu plus sereine dans ma vie et à me sentir mieux. Parce qu'en fait, j'ai été vachement biberonnée au coaching à l'américaine, à du Tony Robbins, à toutes ces personnes qui nous disent: «Ta vie est incroyable, tu es une personne extraordinaire». Beaucoup de dithyrambisme, quoi. Il y a beaucoup d'exagération. Je veux dire, en ce moment, je fais une petite enfin, un petit passage, mais en ce moment, je regarde la Star Academy parce que j'adore et je vois un peu cette même chose. C'est que ces élèves qui sont trop mignons et qui ont toute la vie devant eux, il y a beaucoup ce langage extraordinaire, magnifique, incroyable, merveille enfin, tout est toujours hyper hype et en fait, on se rend pas compte à quel point tout est dans la performance, tu vois? Et en fait, on est biberonné, surtout quand on est jeune, à cette réussite, à cette envie d'être parmi les meilleurs. On a des rêves plein la tête et c'est trop bien. Mais par contre, on fait plus la différence entre, entre ce qui fait la performance et ce qui fait le cœur, les émotions, l'identité. Et c'est ça, en fait, souvent qui crée le mal-être, chez beaucoup de personnes. En tout cas, de ce que j'observe, c'est, c'est qu'il y a plus de limite à la performance. Et moi, j'en étais là, dans ma vie. Là, en ce moment, j'écris beaucoup, sur ce que je pense que j'ai parlé de tout ça dans un podcast que je lancerai. Mais je dis, je couchais avec les hommes comme je menais mon entreprise, c'est-à-dire en me fixant des objectifs. Tout était lié à la performance. Sauf qu'en fait, le corps, dans ce cas-là précisément, le corps, lui, il en a rien à faire de la performance, en fait, il encaisse. Et on peut pas se détacher de son corps, on peut pas se détacher de son inconscient, ça nous rattrape toujours. Je pense que c'est une erreur d'aller chercher, à, à faire taire son inconscient. Au contraire, s'il est là, c'est pour des raisons et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de recul par rapport à cette, ode à la performance qu'on entend un peu partout, de réussir, d'être incroyable, d'être inspirant, parce que je pense que ça dépasse un peu la nature humaine et que trop se mettre là-dedans, c'est sortir de son corps. C'est plus être avec soi et c'est là où on se perd, en fait. OK, ouais, ouais, c'est toujours plus haut, enfin, j'en parlais même ce matin, c'est en fait, tu te mets une étape et en fait, quand tu y arrives presque, tu remontes la barre et en fait, il y a jamais Ouais, c'est bah, j'avais dit cette phrase, je crois, au Bichot d'Aline, quand j'étais sur scène, mais la performance, quand elle est pas cadrée, elle est insatiable. C'est-à-dire qu'on ira toujours la chercher plus loin. Hem Je sais pas, par exemple, si on fait du sport, 1 heure par jour, c'est très bien. Moi, j'adore courir, par exemple. Bon, ben, je fais ma course, je prends mon heure, je kiffe, mais en fait, une fois que j'ai fini mon heure, je suis plus en train de penser à comment je vais être une meilleure performeuse, demain quand je vais courir. Ça s'arrête là. Le problème, c'est que si on fait du sport, par exemple comme ça, mais que derrière on est obnubilé par comment je peux encore plus réussir ma course, demain, qu'est-ce que je vais manger matin, midi et soir sur une période non déterminée, hein, pour vraiment réussir à être la meilleure coureuse du monde, c'est là en fait où on se perd et c'est là en fait où c'est insatiable et c'est là où ça nous perd. C'est un peu ce qui se passe avec le business, hein, parce que j'imagine que vous avez aussi beaucoup dans votre podcast des personnes qui sont entrepreneurs, et qui, voilà, qui travaillent leur business et je vous invite, peut-être si vous vous reconnaissez là-dedans, à regarder comment est-ce que votre business peut être une manière pour vous de vous dépasser un peu trop, d'aller un peu trop chercher, à réussir, un peu à tous les instants, au point de ne plus être avec vous. Vous voyez, moi, je me rappelle le soir, je scrollais énormément sur Instagram, sur YouTube, OK, combien j'ai fait de vues, combien j'ai fait de commentaires, mais il était 22:00. À ce moment-là, j'aurais dû être posée devant mon bouquin ou mon truc et encore quand je parle de bouquin, je parle pas de, la réussite de Pierre-Paul Jacques. Je parle d'un truc qui me détend. Vous voyez? C'est ça en fait pour moi l'importance, c'est d'aller chercher, un peu de lenteur, en fait. Un peu de lenteur là où on a tendance à vachement accélérer. Parce que quand on est dans l'accélération, on peut pas écouter ses éprouvés, on peut pas écouter ses besoins.
C'est pas possible. Je rebondis parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et j'ai quand même une question parce que je pense que les auditeurs, auditrices pourraient se poser. Ouais. C'est, comment tu distingues justement les moments où tu dois, cravacher un peu? Parce que, bah, forcément quand tu lances ton activité ou à certains Mmh. moments, bah, tu as des périodes de rush où tu dois, peut-être investir un petit peu plus qu'en temps normal. Versus les moments où tu es trop dans la performance et que tu es déconnecté justement et que là, tu dois te reposer. Comment tu pourrais faire la distinction? Est-ce que toi, tu as peut-être des Bah, conseils ou c'est le des cadre, du en fait. vécu? C'est le cadre que tu te donnes. C'est-à-dire que si tu veux bosser sur ton business de 10 heures à 18 heures, tu vois, ça dépend de chacun et de chacune et des besoins et des contraintes de chacun et chacune, mais je veux dire globalement, tu es cadré. Quelqu'un qui est dans un CDI, normalement, si son patron est droit, bah, il va bosser sur les heures qu'il y a écrit sur son contrat. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est notre propre patron et la seule différence, c'est que c'est à nous de nous donner un cadre. Donc, déjà ça, c'est un premier point et en fait, l'enjeu, c'est de réussir à couper surtout après 18 heures ou avant 10 heures du mat. C'est à quel endroit est-ce que ça prend trop de place? À quel endroit on en fait plus, on en fait trop? Et surtout aussi, à quel endroit on a envie d'arriver? Parce que c'est pas pareil, par exemple, on va pas on va pas déployer le même travail en fonction des objectifs qu'on se fixe. Donc c'est important d'avoir des objectifs qui sont en cohérence aussi. Et ça, c'est pas sexy, hein. Tout le monde vous dira de vous fixer des objectifs hyper ambitieux. Mais si c'est des objectifs hyper ambitieux qui vous mettent à terre, ça sert à rien. Vous voyez, combien j'ai besoin pour vivre, combien j'ai envie d'aller, jusqu'où j'ai envie d'aller et comment je travaille pour y arriver. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un travail qui se cadre et qui se met au service de notre vie et pas notre vie au service de notre travail. OK, mais oui, c'est vrai que ça paraît con, mais en même temps parce que justement, on disait: «Mais comment tu fais?» enfin Lise, «Comment tu fais pour savoir quand est-ce que c'est trop ou pas assez?» et en fait, je pense que ça part de là parce que sinon tu es jamais satisfait. Tu te dis: «Ah bah oui, j'ai atteint ça, mais effectivement, je pourrais être encore mieux». Alors que si au moins tu as le truc de base: «Bon bah, mon objectif, c'est d'atteindre ça. Ah ça y est, j'y suis arrivé». Tu as peut-être le temps de enfin, le recul de dire: «Ah bah là, je peux être fière de moi, j'ai réussi», là où si c'est flou, tu vas te dire: «Bah non, je crois que je suis un peu à Ouais, côté». il y a besoin de clarté. Dans ces milieux, il y a besoin de clarté. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est poser franchement, j'avais une belle entreprise, je gagnais vraiment bien ma vie et à un moment, j'ai vraiment posé dernièrement, mes dépenses, mes besoins perso. OK, ben, à partir de là, combien j'ai besoin de me payer? J'ai pas besoin de me payer 4 000 balles, en fait. Parce que 4 000 balles derrière, il y a les charges, il y a les trucs, il y a les machins, donc forcément, ça nous revient à beaucoup plus et ça met beaucoup plus de pression sur combien on doit aller chercher. Le principal, c'est de se sentir épanoui avec combien on gagne, hem, avec nos envies, nos passions. Mais souvent, quand on veut gagner trop, plus, ça cache quelque chose. Ça cache un manque, ça cache une envie de surperformer, de montrer plus, de montrer au monde. Ça, c'est un autre sujet, mais ça mérite aussi de s'attacher dessus. Mais je pense que, et je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je pense que c'est pas humain d'aller chercher le trop, d'aller chercher le plus. Ça demande de tels sacrifices émotionnels. Il y a des gens qui le font. Mais il faut être prêt à se rendre compte déjà, tout le monde n'a pas le même bagage émotionnel. Il y a des personnes qui arrivent à être, faut le dire, qui arrivent à avoir une froideur. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel à la base. Je débordais beaucoup dans mes émotions, donc je pouvais être très stressée. Il y a des personnes qui sont beaucoup moins stressées, qui arrivent très bien à gérer leur stress et qui arriveront à monter. Mais aller chercher plus nous met dans de telles angoisses, de tels mal-être, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire non plus. Je suis désolée, hein, OK c'est pas et sexy ce que je dis. non, mais après, il faut dire les choses aussi, tu vois? Ouais. Nous, le podcast, le but du jeu, c'est de montrer l'envers du décor. Oui. Donc on est totalement, dans la thématique et il y a des choses qui ont besoin d'être entendues, ça résonnera ou ça résonnera pas, Mmh. mais au moins les choses sont dites et puis chacun a son point de vue aussi en fonction de sa Ouais. situation, de ses moyens, comme tu disais, de ses émotions, de son bagage et cetera. Mais ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de discours parce que ça peut permettre de dramatiser certaines situations, de relativiser aussi et de normaliser peut-être le fait il y aura peut-être un auditeur ou une auditrice qui se dira: «Mais en fait, ouais, moi je cherche du plus, mais je sais pas pourquoi. Je cherche du plus parce qu'on m'a dit ou j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il fallait chercher du C'est plus» ça. et finalement ton discours résonnera avec cette personne-là et ça fera du bien. Alors c'est peut-être pas sexy, mais c'est nécessaire. Bah oui, c'est sûr que ça vend pas ce que je dis là. Enfin, je veux dire, faut être honnête aussi, c'est pas un discours qui vend. On va vous vendre d'aller vous on est prêt à dépenser de l'argent pour ce qui nous apporte du plus, pas du moins. Donc c'est pas ce qu'on entendra sur les réseaux, c'est clair.
Hem, pour autant, je vous invite vraiment à vous questionner, sur enfin, je parle aux auditeurs, hein, quand je dis ça, mais à vous questionner sur le sens, de votre travail à votre échelle, à votre échelle. N'allez pas chercher, oui, pour après, pour ceux qui viendront après, pour plus tard, pour, ce qu'il y aura après moi, on n'en est pas là. Qu'en est-il de vous dans votre corps? Voyez, revenir dans le réel, revenir dans le présent. Où j'en suis là? Quels sont mes besoins? Est-ce que je suis épanouie ou pas, en fait? Vous voyez? C'est aussi ça qu'il faut aller chercher, c'est le bonheur, en fait, avant d'aller chercher la fierté. Beaucoup de gens, hein, confondent bonheur et fierté. Enfin, joie et fierté, quoi. Amour et Et fierté. justement, dans ce que tu racontais, tu disais que donc à un moment donné, tu as eu ce fameux déclic. Est-ce qu'il y a eu peut-être des signes précurseurs chez toi qui se sont déclenchés parce que j'imagine que tu as pas eu une révélation du jour au lendemain, Non, ça a non, dû non, être un c'est enchaînement de plein de petits détails. Est-ce que tu peux ouais. nous en partager? Bah, déjà, bon, il y a eu la sortie de mon livre, j'en parle assez souvent. J'ai écrit un livre, et j'étais hyper fière de l'avoir sorti. Pour moi, c'était vraiment le truc qui allait rester après moi. Enfin, vraiment ce discours, quoi, hein. Ce discours de l'héritage, je dis: «Waouh, j'ai écrit un super bouquin, j'ai 28 ans, 27 ans à l'époque ou 26, je sais plus» et en fait, quand j'y pense, je me rappelle à la fin, j'avais fait une super avant-première, il y avait plein de gens, je devais faire un discours et je me rappelle que ce discours, j'étais pas du tout avec les gens. J'étais en train de me dire: «Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là?» Je suis en train de dire aux gens: «Merci, machin», mais j'ai pas envie d'être là. J'ai envie d'être tranquille chez moi, à kiffer ma série ou je sais plus, je crois qu'il y a un truc que j'adorais suivre en plus à l'époque, à la télé et j'étais là et les gens me regardaient et je savais pas ce que je devais dire. Alors que j'étais quelqu'un qui adorait les caméras, qui adorait shiner, qui adorait les projecteurs. Là, j'y étais pas du tout et à ce moment-là, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas». Et je me rappelle que j'avais expédié ce discours. J'avais fait un truc «Je vous remercie, je remercie patin couffin», mais j'avais juste envie d'être avec mes proches et j'avais juste envie, en fait, d'être là pour les gens qui comptent vraiment pour moi. Pas pour faire, du serrage de main ou du «Ha ha, oui, ah oui, c'est bien», parce qu'en fait, ça m'ennuyait et je pense que j'étais en train d'arriver au bout et la dernière chose que je pourrais dire, c'est qu'en fait, ça, je le voyais pas à l'époque, mais je pense que je me suis clairement auto-sabotée. Au moment où ça marchait le mieux pour moi, je pense que j'ai engagé des actions qui étaient clairement là pour ne plus que ça marche aussi. Je veux dire, moi, ce qui cartonnait pour moi, c'était faire une vidéo par jour. Ça me ramenait 2 000-3 000 abonnés par jour sur YouTube, pendant 3 ans. À un moment 2 ans, à un moment, j'ai décidé d'arrêter de le faire parce que j'en avais marre. Bah, peut-être qu'en fait, si vraiment j'avais voulu réussir et continuer, en fait, j'avais juste à continuer. Mais il y avait quelque chose qui résonnait plus, probablement. Il y avait quelque chose où ça montait trop haut pour moi à ce moment-là, je pense. Donc voilà, ça a été les 1 points. Donc forcément, le chiffre d'affaires a aussi baissé, faut être honnête. Il était loin d'être catastrophique, mais il a baissé et je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est fané. Il y a quelque chose où je ne me voyais plus continuer à avancer. C'est comme si la voiture arrivait à il y avait plus d'essence, quoi et ça s'arrêtait. J'avais plus de fioul, j'avais plus d'envie et bien sûr que j'aurais pu aller chercher, le pourquoi du comment, retrouver le sens, mais je pense surtout que, j'avais envie d'aller chercher autre chose parce que j'avais 20 personnes qui bossaient pour moi et au final, moi, je ne bossais plus que dans la créa de contenu, je faisais même plus de coaching à l'époque et je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus au final, c'est ce pourquoi j'ai commencé, c'est l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, le j'ai aussi arrêté à ce moment-là de plus en plus à croire, au coaching en tant que tel comme transformation. Je moi qui étais en thérapie, j'ai vraiment vu la différence. Et aussi j'ai vu la différence par rapport aux promesses qu'on pouvait avoir sur internet, sur ce qu'un coaching à X prix pouvait t'envoyer et j'ai un peu revu les bases. C'est-à-dire que le coaching, c'est là pour t'emmener d'un point A à un point B. C'est de la méthodologie, c'est de la mise en action, mais c'est pas censé, t'aider à comprendre tes traumatismes d'enfance, quoi. C'est pas censé les régler. Et pour beaucoup de personnes, on avance sans les régler, en fait et donc à un moment, ça continue de toquer à la porte et c'est là où je voyais les promesses à des prix assez mirobolants, des gens qui te promettaient monts et merveilles pour 5 6 7 000 balles
et je me suis rendu compte que c'était plus ce qui m'allait, en fait, hein, je me suis rendu compte que j'étais arrivée aux limites du coaching, donc j'ai commencé à me former en tant que thérapeute. Parce qu'à la différence, ma vie a littéralement ça fait 3 ans que je suis en thérapie, ça faisait à peu près 2 ans au moment où j'ai eu ce début de prise de conscience, et je voyais à quel point ma vie avait été bouleversée, à quel point j'avais vu tellement de choses sur les angles morts de ma vie, sur, ma manière d'appréhender le monde, mes relations aux autres, mes relations aux hommes. Tellement de choses pas sexy, hem et dans laquelle enfin, qui m'amenait à y aller une fois par semaine, chez mon enfin, j'allais de toute façon, je une thérapie, c'est une fois par semaine, et d'y aller chaque semaine et de créer même cette relation aussi thérapeutique, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup plus apporté en payant, une centaine d'euros par semaine que, tous les coachings à plusieurs milliers d'euros, qui promettaient un résultat qui, par définition n'est pas, «possible» entre guillemets à atteindre, puisqu'il il personne peut te certifier puisque ça parle de l'intérieur, quoi. Donc voilà, pareil, ça a été très compliqué à déconstruire, le côté, ne plus vendre des résultats, en fait. Vendre un chemin, un travail et vendre son temps. Oui, donc tout l'inverse de ce qu'on peut entendre en général, enfin toi tu as fait la marche arrière en fait, là où, Ouais, d'habitude on te dit: «Arrêtez de vendre votre temps, c'est pas bien et tout». mais oui, Toi tu as fait cette marche arrière, complètement, et je vais même te dire, au final, je pense que je suis beaucoup plus rentable en termes de temps que je ne l'étais à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je vends 45 minutes par semaine à 100 €. C'est 100 € TTC, enfin c'est, voilà, une fois par semaine. Donc j'ai mon emploi du temps, j'ai, 5, 6, 8 séances par jour. Bon, 8 c'est quand même rare, c'est quand même beaucoup. On va dire que j'en ai en moyenne 5. Bon, ben, c'est super, je fais mes 5 séances, mais après, mon tel est coupé. Je vais pas repenser à comment je vais développer mon business, ni à ce qui s'est passé dans la journée. Sauf exception, à ce moment-là, j'ai la supervision. Mais globalement, ça s'arrête. À 18 h ou 19 h quand je finis, ça s'arrête. Prenez un entrepreneur typique, il y a en effet peut-être beaucoup moins de temps de livraison, peut-être c'est 2 heures par semaine, je sais pas. Par contre, allez voir le temps qu'il passe sur ses réseaux, le temps qu'il passe à penser à sa boîte, le temps qu'il passe à faire du contenu, le temps qu'il passe à gérer, son humain, à rester le soir en pensant: «Ah putain, je me suis engueulée avec bidule. OK, comment je vais gérer demain?» À gérer sa trésor enfin, tellement de choses qui font une nouvelle fois qu'il y a pas de cadrage. Et comment on en arrive là? C'est-à-dire comment on passe de, un business model qui fonctionne, qui roule, parce que du coup tu rentres quand même, du chiffre d'affaires Ouais. et cetera, tu as ta réputation, ta renommée, tout ça, à un modèle beaucoup plus sobre. Comment la transition elle s'est opérée chez toi? Quelles sont un peu les étapes finalement par lesquelles tu es passé, que ce soit d'un point de vue très pratique, dans ton business, mais aussi d'un point de vue peut-être émotionnel? Parce que j'imagine que tout valdinguer du jour au lendemain, Ouais, non, mauvais plan. c'est pas évident non plus. Ouais, ouais, non, c'est pas évident. Hem, Ça a été compliqué. J'avais la chance d'avoir quand même des personnes qui me suivaient à ce moment-là, d'avoir des clientes que j'avais en coaching, sur mon école, coaching de groupe, et en fait, j'avais déjà annoncé cette transition. Je leur en avais parlé, et même elles, puisque c'était une école principalement pour les femmes, enfin que pour les femmes, voyaient aussi chez moi. Elles voyaient le changement, elles voyaient la différence. Elles m'ont dit: «Écoute Brenda, on sent chez toi, que ça bouge», enfin, du coup, en fait, ces personnes m'ont suivie derrière. On dit: «OK, on continue parce qu'on voit de toute façon que, ce que tu nous amènes depuis quelques mois, c'est quand même vachement différent», et surtout, enfin, je veux dire, quand ils se sont dit: «C'est cool de faire cette marche arrière aussi», ça a vachement inspiré. Donc il y a eu ça. J'ai fait un peu de com sur les réseaux, mais en fait, je suis pas allée plus loin. Là, je sais pas, oui, comme j'ai dit, j'ai peut-être pas toujours 5, ça dépend des jours. J'ai à peu près, je sais pas, entre 15 et 20 personnes par semaine, à peu près. Donc peut-être pas 5 par jour, mais hem et en fait, bah, en soi, c'est pas immense, mais j'ai pas besoin, comme je dis, j'aimerais bien avoir, allez, max 5 personnes en plus, quoi, mais pas plus, et donc au final, il y a pas tant besoin de com que ça. Et en vrai, là, ça fait quelques mois que j'ai rien publié parce que je sens que j'ai besoin de me reprendre, que j'ai besoin, en fait, je crois tellement plus en ce que je faisais avant que c'est compliqué pour moi de me remettre, de faire du Brenda à la sauce d'aujourd'hui. J'ai encore besoin de processer ça. Voilà, c'est en cours, hein, j'ai mes idées, mais j'ai encore besoin de ça, et donc ce que je peux
ce que je peux partager, c'est que ça prend un temps plus émotionnel qu'un temps pratique, en fait, hein. Je pense que la grande erreur que j'avais faite à l'époque et que j'aurais bien aimé ne pas faire, c'est de penser que je pouvais faire comme avant avec tout le changement que j'avais entrepris. C'est-à-dire penser que je pouvais être la même personne, alors que non. J'étais enfin, c'est pas que j'étais plus la même personne, mais c'est que les choses ont bougé, en fait. Mes structures psychiques ont bougé et c'est toute la différence avec juste, peut-être une vision plus développement personnel où, on a juste une vision du monde qui change et où en gros on dit: «Bon ben, plutôt que penser bleu, pense rose, vois rose et va vers le rose, quoi». OK et c'est déjà beaucoup, hein, mais je pense que, la limite de ça, c'est que les structures psychiques ne changent pas et les structures psychiques, pour le coup, elles prennent vachement de temps à changer et c'est, je pense, que j'ai beaucoup expérimenté et que j'expérimente toujours et pour le coup, je la vois la différence. C'est que c'est beaucoup plus compliqué de revenir à ce que je pouvais faire avant et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel j'aurais aimé me sécuriser davantage. Mais est-ce que tu penses que ça aurait été possible de te sécuriser là-dessus? Parce qu'en soi, tu vois, t'as eu un process, t'as eu tout un chemin, tu t'es déconstruit, reconstruit, découvert, enfin et c'est ce qui t'a amené à ça, mais est-ce que c'est pas une histoire de deuil finalement de devoir dire: «Bon Si, effectivement cette partie de moi c'était, si, mais c'est comment on peut le sécuriser, tu vois? C'est, quels frais j'aurais pu arrêter avant, par exemple. Ouais OK. Mmh. Hem, Tu vois, c'est plus dans cette partie-là. C'est-à-dire que oui, dans tous les cas, la déconstruction en elle-même, on peut pas revenir dessus. Enfin, elle se fait. C'est plutôt comment je viens la soutenir, tu vois? C'est qu'est-ce qui vient dans ces périodes-là, qu'est-ce qui vient me soutenir? Tu vois, c'est pas la même chose de démissionner, par exemple, en sachant qu'on a le chômage ou de partir, la fleur au fusil en se disant: «Ça va aller», quoi. Hem, je pense que c'est à cet endroit-là où j'aurais alors moi je me suis soutenue d'une certaine manière parce que je savais que j'avais des économies, mais j'aurais aimé par exemple, financièrement, ne pas avoir à y toucher et à faire les choses autrement. De sécuriser mes frais, de vérifier, de faire un Excel tout simplement, de mes tableaux financiers, de ce qui rentre, de ce qui rentre pas et je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'aurais aimé que ça soutienne, ben, cette transition qui demande du travail là où justement on est fatigué. Je rebondis parce que c'était ma prochaine question, du coup, c'était justement dans cette transition. Est-ce qu'il y a eu un temps de latence? Si oui, combien de temps il a duré? Ou est-ce que tu as toujours continué à travailler en fil rouge, quitte à ralentir un peu? Parce que comme tu le dis, bah, tu es fatigué, donc tu as aussi besoin de Ouais. temps pour te retrouver, te ressourcer peut-être un peu avant de réenclencher, Non, j'étais un claquée. effort? J'étais claquée, je me suis arrêtée un mois. Je me suis arrêtée un mois où là vraiment j'ai pas travaillé. C'est ce qui m'a vachement permis d'avoir de la clarté sur ce que je voulais, sur ce que je voulais plus, voilà et être sûre aussi de ma décision de me lancer dans un changement de vie parce que c'est un changement de vie. Enfin, j'ai plus du tout la même vie qu'avant. Là, ma vie, c'est faire des séances et voilà, il y a beaucoup plus de microcosme, quoi. Donc ça si j'ai pris un bon mois, j'aurais même aimé peut-être prendre enfin, j'aurais espéré pouvoir prendre plus. Mais je me suis voilà, pour le coup, je pense que je me suis dit: «OK, je suis plus fatiguée, je peux y retourner», hem et du coup, j'ai fait quelques annonces sur Instagram et en fait, j'ai eu de la clientèle en plus et voilà. Mais par contre, depuis, c'est vrai que j'ai rien fait. J'avais fait, je pense, 2 semaines de contenu, ça m'avait apporté, quelques personnes. Mais pareil, j'avais rien dit sur les podcasts, j'avais rien dit dans les mails et depuis mai, j'ai pas recommuniqué, en fait, dessus, à part quelques stories qui prennent, 30 secondes à faire. Voilà, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai fait quelques stories à Paris, mais sinon, globalement, je communique plus. Parce que justement, j'ai du mal à retrouver l'endroit où je veux communiquer et en plus de ça, ben, la journée est quand même, chargée. Donc voilà, tout ça me prend du temps, mais en même temps, je dois avouer que je crois suffisamment en moi pour savoir que c'est un process, que les choses vont je veux dire, je suis quand même sur plusieurs tableaux. J'ai une course, j'ai le permis, j'ai de la kiné, j'ai ma boîte, mes séances, mon cabinet, parce que j'ai des séances en visio pour les personnes qui sont pas à Paris, plus le cabinet que j'ai, 1 jour par semaine. Donc
tout ça me prend aussi du temps. J'ai mon compagnon, voilà, j'ai beaucoup de choses et l'idée pour moi, c'est que petit à petit les choses je vais récupérer du temps aussi et ça va pas mal m'aider. OK et du coup, ouais, tu dis tu en fait, tu as un peu quitté du jour alors pas du jour au lendemain, mais finalement Ça a ça a été assez coupé, rapide, ouais, 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 ouais ouais. et la relance, comment tu t'es sentie justement de lancer un cabinet, de tester quelque chose de très nouveau finalement? Est-ce que tu avais de l'appréhension? Est-ce qu'au contraire justement tu t'es dit: «Ah c'est bon, j'ai retrouvé du sens donc du coup c'est Ouais, ça a pas été, fini par the nose mais» ben, déjà bon, j'étais évidemment en formation en même temps, justement pour être thérapeute. D'ailleurs, je le suis toujours, hein, c'est 4 ans donc on peut travailler avant, mais je veux dire ça reste quand même assez fat. Mais je me rappelle de mes premières séances, j'avais l'impression d'être exactement à l'endroit où je devais être. J'ai vraiment eu ce truc de me dire: «Waouh, finalement, je suis de retour, quoi». En plus, l'humain, moi j'adore, le présentiel. J'aime bien le distanciel aussi parce que je fais du visio, donc c'est différent, mais je veux dire, il y a un kiff à rencontrer les gens, même si c'est pas un kiff, d'un point de vue thérapeutique, mais je veux dire, j'ai c'est vraiment beau à voir, à vivre, d'avoir aussi cet endroit où je peux accueillir. Ça m'individualise, ça me différencie. J'ai un endroit pour moi, pour mon exercice et ça, je trouve ça super. ouais donc au final très vite, s'il y avait des doutes, en tout cas, ils se sont un peu dissipés parce qu'en tout cas, le sens était au cœur du truc, le Ouais, plaisir était au cœur du truc et tu t'es dit, «Là où je m'étais perdue, où je savais même plus ce que je faisais là et tout, là, au moins, tu étais dans la bonne ouais, direction, quoi». ouais, ouais. En fait, c'est se reconnecter au final à ce qu'on aime vraiment. Bah, même dans notre narcissisme, en fait, hein. Je veux dire, on peut aussi aller chercher là-dedans. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Moi, j'avais fait des événements avec, toutes mes clientes, voilà, on était, presque 100 parfois. Je louais une salle traiteur et au final, c'est des moments extraordinaires, mais j'en faisais que 3 par an. Au final, là, je peux en faire tous les jours, des rencontres humaines, donc c'est trop chouette. Par rapport à tu exprimé un besoin de reconnaissance au départ quand tu t'es lancée et cetera. Justement, est-ce qu'il y a eu un impact dans ta transition? Alors pas forcément vis-à-vis des clientes qui t'ont suivi, donc c'est cool, mais peut-être par rapport à ton entourage, le regard des autres peut-être, le jugement? Est-ce qu'il y a eu des peurs, des craintes à ce niveau-là? Alors moi, j'ai toujours été très bien entourée. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai enfin une chance, c'est pas une chance, hein, parce que je suis allée le chercher, mais j'ai des très bons amis, j'ai une bonne famille. J'ai un je Je dirais que ce qui a été plus difficile pour moi, pour le coup, c'est que je suis passée vraiment dans l'histoire que je me racontais de la personne, qui réussissait mieux que les autres, qui rinçait tout le monde en soirée, à quelqu'un avec une vie plus simple, plus ça veut pas dire qu'elle est moins bien, mais elle est en tout cas plus simple. Donc ça a été déstabilisant un peu au début, puisque je m'étais jamais, vraiment questionnée sur, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire, les voyages et compagnie. Hem, Par contre, Heu, tout le monde m'a encouragée. Tout le monde m'a dit, «Tu es faite pour ça. Enfin, on le sait et on attendait juste que tu t'en rendes compte, quoi». J'avais un peu l'impression de faire un coming out à ce moment-là, parce que c'était un peu ça, quoi. C'était: «Oui, bon, on le savait, où en es-tu maintenant? Enfin, OK, so what's next, quoi?» Donc voilà un peu voilà un peu. Ouais, ça va, tu as eu le soutien quand même, Ouais, j'ai enfin, eu voilà, la il y a chance pas eu de d'être truc, soutenue. J'ai un amoureux qui est enfin, j'ai un homme qui est incroyablement soutenant aussi parce que, ben, pareil, ça c'est con, mais je vois un peu la différence par rapport à avant aussi dans mes relations où il y avait pas vraiment de questions quoi, je veux dire, je me sentais reconnue puisque j'étais, financièrement à l'aise quoi et moi c'était un truc hyper important pour moi. Là, ça m'a fait beaucoup travailler sur, comment être reconnue, financièrement, enfin comment me reconnaître même si financièrement je suis pas à la hauteur de ce que j'avais avant. Et puis on voit les personnes soutenantes, on voit les personnes qui je dirais pas qu'ils sont là pour ton argent ou pas, parce que ça pour le coup j'ai jamais été confrontée à ça. Mais on voit, pourquoi les gens nous aiment. Enfin pourquoi les gens m'aimaient, moi. Et en fait l'histoire est vachement différente de celle que je me faisais dans ma tête, en fait. oui, c'était pas parce que tu gagnais plein de thunes et que Ouais, moi j'ai eu une enfance où l'argent c'était très important dans ma famille. Je dis mmh. souvent, je suis un peu née dans la vérité si je mens. C'est vraiment ça ma famille quoi, c'est c'est vraiment ça.
et du coup, j'ai été dans ce bain de combien tu gagnes et comment mais des petites, hein, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah oui, il faut que tu sois dentiste, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat. C'était des je me rappelle quand on a fait L, quand j'avais choisi L, au lycée, on me disait: «Mais tu vas jamais gagner ta vie, tu peux pas être, tu vas faire quoi? Avocat? Bon, ben, surtout fais droit, hein». Tu vois? Je veux dire, je suis vraiment née là-dedans et donc l'argent a toujours été quelque chose de très important et donc pour moi, c'était ma manière d'être reconnue et aimée et en fait là, hem, en avoir moins m'a fait prendre conscience que les gens m'aimaient aussi pour autre chose. Enfin, sûrement même que pour autre chose, finalement. Oui, c'était décorréler ta valeur de Ouais, ce que tu gagnes, en fait. oui, c'est ça. En fait, c'est même pas Mmh. une question de valeur. C'est une question de 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 comment est-ce que j'apporte du bonheur aux gens par qui je suis Mmh et mh. comment on s'inspire mutuellement en fait, naturellement, inconsciemment. Trop bien. J'ai une question qui me vient justement pendant cette transition. Donc, tu nous as parlé que tu donc étais rentrée en thérapie, mais est-ce que tu as été chercher de l'aide, ailleurs? Soit auprès de certaines personnes, soit, avec des outils, peut-être des ressources, qui t'ont aidé à cheminer tout ça? Ou est-ce que tu t'es plutôt repliée sur toi-même, pour processer, introspecter, J'en parlais comment tu beaucoup à l'as mes amis, à mon thérapeute. Ben, une fois par semaine, quand c'est dur, c'est fat, hein, déjà, donc j'avais pas envie d'aller chercher ailleurs, c'était déjà assez dur comme ça. Non, je vais chercher du soutien dans ma famille, j'allais chercher du soutien, chez mes amis, hem, mais j'avais pas enfin, le soutien, c'était plus me rassurer. En soi, le process, je l'ai fait, quoi. Tu vois? Je suis pas allée chercher de parce que je pense que ça ne pouvait pas, à part par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne pouvait pas être plus facile. C'est très dur ce qui se passait pour moi. Déconstruire un business, déconstruire une identité, hein, qu'on s'était construite. Je pense que ça serait mentir que de dire que ça peut être évident enfin, facile. Je dirais pas évident parce que l'évidence, elle était peut-être là, mais je pense pas que ce soit facile. Ouais, je suis passée par des sacrés coups durs, mais par contre, ce qui a été rassurant et reposant pour moi, c'est d'avoir le soutien. C'est comment est-ce que j'ai été soutenue par mes amis, par encore une fois, mes parents beaucoup, que j'aime énormément, par le sport aussi. Comment je suis allée chercher du soutien? Si le sport m'a beaucoup aidée. Pareil, ben, dans cette transformation, il y a quand même deux trois merdiers qui se sont arrêtés. C'est que j'ai plus de TCA, maman, après général, plus de troubles du comportement alimentaire, vachement lié aussi à l'avancée de la thérapie. J'ai trouvé un sport qui me passionne, qui est la course. Ça m'a beaucoup soutenue, ouais. Ouais, il y a eu tout un écosystème, Voilà, soutenant, enfin, que ce soit les proches, le sport, puis ouais. dans ton process, en fait, qui t'ont permis d'avoir une base, quand même assez solide de: «Bon, bah, il y a ça pour me raccrocher et pour m'aider à traverser le process aussi qui est clairement pas, clairement Ouais. pas facile». Comme tu dis, c'est un travail identitaire en plus, enfin, là, ça remettait en question la personne que tu avais toujours été et que tu pensais Ouais, devoir être, pour être complètement. aimée, appréciée, valorisée. Ouais, gros travail. Mmh. J'imagine que ça a bien, bien chamboulé, quoi. Ouais, de fou. OK, ça marche et du coup, justement, si tu avais quelque chose, bon, on a déjà donné pas mal de petits conseils, pas mal de enfin, de réflexions à avoir sur soi là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager, vraiment le truc à retenir, pour nos auditeurs, auditrices de C'est compliqué à dire en une phrase, mais pourquoi vous voulez entreprendre? Voyez, quel sens, mais est-ce que ce sens est sincère ou est-ce qu'il vous fait du mal en vrai? Voyez? Qu'est-ce qui vient nourrir, votre envie de réussir? Est-ce que c'est, je sais pas, le harcèlement que vous avez vécu plus jeune aussi? Est-ce que c'est, vos parents? Est-ce que c'est la pauvreté que vous avez eue? Vous voyez, c'est aller chercher ça pour aller chercher comment est-ce que je peux vivre ça sans me faire mal, en fait? Sans sacrifier, mon bien-être, ma joie de vivre, mon temps, et cetera. Voilà et à quel point votre vie est rapide. Regardez, à quel point est-ce que vous pouvez peut-être être, ou pas amoureux de l'intensité, de la rapidité, de l'urgence. Parce que l'intensité, ça paraît super sexy comme ça, mais au final, ça nous empêche de voir autour de nous. Il y a un truc, vous voyez, le permis est vraiment au milieu de cette, de cette interview, mais j'avais appris un truc pendant le code, c'était que plus on roule vite, plus notre vision, on n'a pas de vision périphérique, plus notre vision se rétrécit. Bah, c'est un peu ça. C'est, comment quand plus on va vite, plus on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous, on voit pas ce qui ne va pas chez nous, on est juste concentré sur ce qui se passe pile devant nous.
et on voit pas le reste et c'est parfois aussi ce qui nous fait mal. Trop cool. Hyper intéressant l'analogie du coup, avec, Ouais! la voiture, le permis. Et moi j'ai une autre question. Donc admettons, on fait ce questionnement, Mmh. on réfléchit un peu et on se rend compte que justement, il y a une friction entre la réalité du terrain, ce qu'on fait et notre aspiration, le sens qu'on veut mettre derrière notre travail. Justement, un conseil à ce moment-là pour rééquilibrer la balance, le premier truc à faire pour toi, ça serait quoi? Alors ça va pas être sexy ce que je vais dire, mais arrêtez-vous. Prenez du temps parce que vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de lenteur. Hem, Si vous sentez qu'il y a même tu vois, il y a cette configuration dont tu viens de parler. Il y a la configuration aussi de, le business est la seule chose que je réussis vraiment dans ma vie et tout le reste est un peu en lambeaux et ça va pas, quoi. C'est un peu pareil. Heu, Prenez du temps et je vais donner le conseil, je prêche un peu pour ma paroisse en disant ça, hein, mais allez en thérapie, quoi. C'est vraiment ce qui va vous faire bouger. Allez en thérapie à côté de chez vous, en visio, peu importe, mais prenez quelqu'un qui vous inspire, enfin qui vous inspire, quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a de la connexion, il y a du lien qui peut se créer, parce que c'est là que les choses, c'est pas possible de faire ce changement seul, parce que c'est tellement difficile. Ça vient tellement chercher des choses chez nous qui sont pas sexy, qui parlent de notre passé. On n'est pas fait pour aller voir notre merdier, donc on ira toujours vers ce qu'on connaît, hein, de nous-mêmes à nous-mêmes, donc si vous voulez voir vos angles morts, vive le permis, allez plutôt, allez en thérapie. Enfin, en tout cas, renseignez-vous, ne serait-ce que vous renseigner. Allez voir plutôt ce qui se passe en psy, et en thérapie que forcément dans le coaching et dans le dev perso. N'allez pas seulement écouter ce qui est inspirant, pour l'ego. Allez aussi chercher, ce qui est plus humble, ce qui est moins sexy parce que souvent ce qui est moins sexy est moins vendeur, mais c'est parfois plus vrai et ça vous aidera peut-être à trouver plus de justesse et donc plus de bien-être. Voilà. Trop cool, merci Putain, si beaucoup. avec tout ça j'ai pas mon permis, je sais pas ce qui va se passer, hein. Ouais, parce que là, à force, on a Oh, géré les mais des angles analogies, morts, la ça sera vitesse, le titre de Ouais. l'épisode. Gérer sa vie comme son permis, ouais. Voilà. non, en même temps, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, hein, voilà, si tu vas Ouais. trop vite, voilà, tu Ouais, au bout d'un moment, coup de frein que à main et puis, bah, hop, ça peut Mmh. être un peu violent, Ouais. non, vraiment, il y a plein de choses à dire. OK. En tout cas, Non, voilà. mais merci beaucoup parce que je pense que c'est important, de parler de tout ça et des sujets psy aussi, mine de rien, parce que comme tu dis, oui, le coaching, ça peut aider, mais il y a des choses qui sont bien plus ancrées dans des mécanismes très Mmh. inconscients et tant que tu t'occupes pas de ça, ben, tu seras constamment, Exactement. Allez sur ton chercher vos là-dedans, structures quoi. psychiques, on peut pas les voir par nous-mêmes. C'est pas possible. Enfin, on peut avoir quelques illuminations, mais je veux dire, c'est un travail qui se fait à 2. Il faut pour se voir, il faut être vu. Yes, c'est beau, Magnifique. c'est beau. Ouais. Faut s'arrêter là, c'est trop beau. C'est C'est ça. vrai que c'est une jolie phrase, ouais. Bah, Du merci beaucoup coup, les filles. bah, merci à Merci. toi. Donc on te retrouve, pas vraiment sur les réseaux du coup? Enfin, si et sans y être pour l'instant? En gros, ce qui se passe actuellement, c'est que je mets quelques stories parce que ça m'amuse toujours, donc sur, mon Instagram Ouais. et en fait, c'est aussi là qu'on peut me contacter parce que j'ai un lien Calendly si jamais, des personnes aimeraient, avoir des renseignements pour être accompagnées. Mais sinon, oui, j'ai aussi un podcast que j'ai, heu, alors qui prend pas mal d'épisodes d'avant, mais justement, je vais pas mal ressortir d'épisodes en 2026, mais vachement différents de ce que je faisais avant. Vous pouvez le trouver sur les plateformes, et j'ai changé son nom. Avant, il s'appelait, «C'est pour une copine» et maintenant j'ai changé, ça s'appelle «L'amour et la raison» et OK. donc Oui, on voit déjà que c'est pas du tout le même, la même ambiance, quoi. même positionnement, ouais, clairement. Voilà. OK, trop bien, trop intéressant. Bah, merci beaucoup. On met tout dans Merci la à vous, description trop et cool. je pense que ça aidera, enfin, ça fera réfléchir en tout cas, je pense, J'espère, j'espère de tout mon cœur, c'est tellement important, je veux dire quand j'étais, on s'est rencontrés, du coup avec Lise au séminaire d'Aline, heu, moi ce qui m'a bouleversée, quand j'étais sur scène et que je parlais, que je donnais un exercice notamment sur voilà pour les personnes qui étaient là. Et en fait, ce que je vois, c'est combien de personnes luttent avec leurs croyances, leurs blessures, leurs peurs pour avancer et je vois à quel point on est biberonné encore une fois à: «Allez-y, faut y aller, faut que ça fasse mal», enfin, c'est pas grave d'avoir mal. C'est pas faut que ça fasse mal, c'est que c'est pas grave d'avoir mal.
je pense que l'idée, c'est pas d'aller contre notre nature, c'est de trouver quelque chose qui nous correspond et quelque chose qui nous aligne et qui nous rend heureux, voilà, ça a pas besoin d'être un combat. Hem et donc voilà, je vous souhaite surtout ça, de trouver cet équilibre, ce bien-être entre, je fais mon travail parce que j'aime ça, parce que ça me permet de gagner ma vie, mais aussi parce que c'est la bonne place pour moi et de pas se raconter d'histoires. Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu dis parce que, bah, j'étais au Bichot, j'étais dans le public Ouais. et justement d'un point de vue, participante, ton discours a énormément résonné et Mmh. impacté. On était 300 à peu près entrepreneurs dans la salle et de toutes les personnes avec qui j'ai discuté, ton parcours, ton expérience de vie et cetera a beaucoup résonné et a beaucoup fait de bien, en ricochet. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on était toutes mal, on a toutes pleuré. Moi la première, enfin tu l'as vu, moi j'étais au premier rang, tu m'as vu m'effondrer. Mais, par derrière, ça a aussi déclenché pas mal de choses. Alors, merci. Merci beaucoup Merci pour ce à toi, partage-là merci à et vous. contente de t'avoir eu aussi sur le podcast. Bah, avec plaisir, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger. Merci beaucoup. Merci. Salut, salut. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. Hashtag drop the mic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?